Votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée. Et donc autour de la table, alors deux experts du travail, Gilbert Sette, bonjour, bonjour. Gilbert, Bertrand Martineau, salut Bertrand, et puis un professeur d'économie, Jérôme Mathis, salut Jérôme, salut Stéphane. Prof à Dauphine. On démarre, contrôle des chômeurs, Jérôme, vous vouliez remettre ça dans la perspective de la réforme de l'assurance chômage ? Oui, tout à fait. Bon, d'abord, rappeler que le chômage, c'est un des grands maux de la société française, puisque c'est la première cause de pauvreté, selon l'Observatoire des inégalités, le second étant les séparations et les divorces. Donc, ce n'est pas un travail qui serait trop peu rémunéré, c'est vraiment le manque de travail qui est la première cause de pauvreté dans notre pays. Maintenant, il y a la réforme du chômage qui arrive, et qui est assez large, puisqu'elle touche à peu près tous les volets, côté employeur, côté employé et chômeur. Côté employeur, il s'agit de les inciter à rallonger la durée des contrats, puisque quand on regarde, alors, par exemple, les chiffres avant le Covid-19, pour les chiffres de 2019, avant le Covid-19, pardon, donc en 2019, le 85% des embauches, c'était en CDD, contrat à durée déterminée, et notamment des CDD assez courts. Donc l'idée, c'est d'essayer d'encourager les employeurs à rallonger la durée des contrats. Du côté employé... Sans les contrats courts. Oui, on peut le dire comme ça. Voilà. C'est avec un bonus-malus sur les allocations, sur les cotisations chômage. Côté employé, l'idée est de valoriser le travail par rapport à l'inactivité. Il y a parmi les chômeurs, c'est une minorité, mais elle existe, des gens qui se livrent à un arbitrage entre temps travaillé et temps chômé, notamment dans des secteurs où on peut faire du travail au black, je dirais, avec des contrats non officiels. Et dans ce cas-là, quand on se met au chômage pour aller travailler sur ce type d'emploi, on a plus de rémunération, puisqu'on fait un cumul des deux. Donc l'idée, la méthode... Cette fameuse permittence, là, voilà, ce néologisme. Ouais. Alors la permittance, c'est pas forcément le fait d'aller travailler en plus au black, en plus de toucher des allocations chômage, mais il y a certes, encore une fois, c'est une minorité, mais elle existe. Et donc l'idée ici, c'est de toucher à la forme des indemnisations. Et puis le troisième volet, c'est pour les chômeurs eux-mêmes. Tu parles de contrôle, c'est aussi de l'accompagnement. L'idée est de recruter de 3 à 5 000 conseillers Pôle emploi qui pourront mettre le pied à l'étrier sans être tout à fait paternaliste non plus, avec certains chômeurs. Quand on regarde par exemple les gens qui sont non diplômés, ils ont du mal à rédiger un CV parce qu'ils ont un complexe, ils se disent « j'ai rien à faire valoir ». Le conseiller Pôle emploi est là pour les aider quand même à construire ce type de document en disant que ce n'est pas parce qu'on n'a pas de diplôme qu'on n'a rien à faire valoir. On peut peut-être faire valoir le fait d'avoir occupé un emploi de manière sérieuse, en étant assidu, en étant ponctuel, en étant minutieux sur son travail. Donc il s'agit de contacter par exemple l'ancien employeur qui pourra aider à certifier ceci ou cela au travers d'une lettre de motivation, etc. Donc le conseiller Pôle emploi, il y a dans certaines régions certains conseillers qui suivent plus de 150 chômeurs, c'est beaucoup trop. L'idée c'est d'alléger un petit peu cela pour permettre un suivi qui serait plus au cas par cas. Il se trouve que je l'ai été assez récemment, moi, à Pôle emploi. J'ai été assez récemment chômeur. Et le conseiller Pôle emploi, la conseillère Pôle emploi, très sympathique au demeurant, quand elle a compris que globalement, elle aurait assez peu à s'occuper de moi, a dit tout de suite, je vous mets dans mon portefeuille. Tout de suite. C'est moi qui, sachant qu'elle aurait... Non, mais je comprends tout à fait. Quand on dit 150, un certain nombre de chômeurs, et heureusement, se débrouillent par eux-mêmes, quoi. Voilà, enfin, en tout cas, Bien sûr, mais pas tous. Bon. C'est ceux qui ne se débrouillent pas suffisamment par eux-mêmes qu'il s'agit d'aider, de suivre au plus près, mais ça fait aussi partie du contrôle. C'est-à-dire qu'on leur met le pied à l'étrier, et puis si jamais ça ne fonctionne pas, à un moment donné, il faut se poser des questions. Alors, sur la question des indemnisations, justement... Alors, attends, Jérôme, parce que moi, mon sujet, c'est est-ce que ça peut changer la donne ? Est-ce que, Gilbert, cette réforme de l'assurance chômage, et donc, visiblement, mais est-ce que dans les annonces d'Emmanuel Macron, il y a un volet durcissement sur le contrôle des chômeurs qui n'était pas prévu, ou est-ce que tout était d'ores et déjà prévu dans la réforme telle qu'elle a été mise au point avant le Covid ? Non, déjà, comme ça a été très bien dit, la France est une championne en Europe avec la Belgique, qui est vraiment un benchmark en termes de situation du marché du travail. La France est une championne pour le recours au contrat court. Et le recours au contrat court, c'est l'enfermement, souvent, de personnes dans des situations de précarité. Et puis, deuxièmement, il y a des externalités de coûts, en termes d'indemnisation. Alors, la réforme, essayer de donner moins d'appétence pour les contrats courts, ça se fait à la fois du côté de l'offre de travail et du côté de la demande de travail. Du côté de l'offre de travail, c'est la fameuse réforme du salaire journalier de référence. Moi, j'ai toujours soutenu personnellement dans son principe. Alors maintenant, il faut voir s'il y a des cas types, etc. Mais dans son principe, j'ai toujours soutenu. Il est quand même aberrant que des personnes ne gagnent pas plus
en étant continuellement en emploi dans leur emploi plutôt qu'en alternant des périodes d'emploi et de chômage. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de totalement choquant, et c'est par esprit d'équité, je dis bien d'équité, que cette réforme du salaire journalier de référence était nécessaire. Du côté des entreprises, Attends, là, juste je dirais... pour être clair, c'est ce que expliquait Jérôme, salaire journalier de référence, c'est ce qui fait que désormais, on ne gagnera pas plus en alternant des périodes de travail et des périodes de chômage qu'en étant continuellement dans son poste de travail. Qu'en étant continuellement dans son poste de absolument. travail. Alors que ça pouvait être le cas pour une fraction qui n'était pas négligeable des chômeurs en contrat court dans la situation précédente. Du côté des entreprises, par contre, je suis un peu moins enthousiaste que ce qui a été dit. Je trouve que le choix qui a été fait du bonus-malus est d'abord un peu illisible, il faut le dire, pas forcément très dissuasif, d'autre part, et puis ne concerne pas toutes les activités. Et là, on ne voit pas pourquoi, dans certaines activités, les contrats courts seraient à combattre, et dans d'autres activités, pourquoi ça ne serait pas le cas? Pourquoi il y aurait que 7 grosses activités dans lesquelles il faudrait s'attaquer aux contrats courts? Les externalités des contrats courts, c'est les externalités des contrats courts qui soient dans les activités des soins à la personne, qui soient dans les activités de soins à la personne, du paramédical, ou qu'ils soient dans la construction, ou qu'ils soient dans l'industrie. Oui, voilà. Mais la comparaison se fait au sein d'un même secteur, c'est-à-dire d'une entreprise avec les autres entreprises du même secteur, pour voir en médiane si elle est au-dessus ou en dessous. Mais attention, il y a des secteurs qui sont exclus et qui ne seront pas soumis à ce bonus-malus, c'est ce que je veux dire. Et c'est des secteurs qui recourent beaucoup, qui sont c'est des secteurs qui recourent beaucoup. Donc, c'est pour pas les déstabiliser complètement, alors. Maintenant, je sais pas, il peut y avoir un tas de raisons pour pas les déstabiliser. Il y a des actions de lobbying qui ont peut-être une certaine efficacité. En tout cas, il y avait d'autres propositions qui ont été avancées qui, de ce point de vue-là, auraient pu être plus efficaces. Donc, je dirais que la direction est la bonne. Du côté des salariés, je pense que l'affichage, la direction, le signal est très bon. Du côté des entreprises, on aurait pu faire mieux. Alors maintenant, sur la question du contrôle, qui est une question compagnonne, en quelque sorte, qui va avec, mais c'est pas exactement la même chose. Je veux dire, à partir du moment où il y a de l'argent public, ça n'est pas soupçonner tous les chômeurs d'être en recherche d'emploi pas forcément assez active que d'instaurer un contrôle et de le faire savoir. Dire sur la route, c'est pas soupçonner tous les conducteurs d'être des chauffards que de contrôler la vitesse. Non, mais la vitesse, c'est objectif. Au niveau fiscal, c'est pas soupçonner une offre raisonnable d'emploi, c'est pas objectif. Oui, la vitesse, c'est objectif. Je suis d'accord qu'il y aura des éléments d'appréciation qu'il faut... Mais sur le principe même... Je suis d'accord. Sur le principe même, c'est quelque chose de tout à fait normal. Dans d'autres pays qu'on considère comme des pays très, très sociaux, les pays nordiques et scandinaves, c'est quelque chose qui est considéré comme tout à fait normal et qui va de pair avec une culture de la confiance. Vous voyez, la France est un des pays dans lequel la défiance est le plus élevé de tous les pays développés. C'est quelque chose, c'est considérable. Et un élément de la défiance qui alimente, qui nourrit la défiance, c'est cela. C'est qu'il y a des gens qui se disent « Ah mince, j'ai un salaire pas très élevé, je me casse la tête à me lever tous les matins. » Il y a des personnes qui, etc. Ce qui est faux dans la plupart des cas. Je comprends. Mais d'une part, il suffit d'une minorité, d'autre part, il suffit de le croire. Et le fait d'afficher de la part des pouvoirs publics que ce genre de choses, même si c'est ultra minoritaire, sera combattu par éventuellement des sanctions, mais sinon au moins de l'accompagnement plus efficace, c'est une bonne chose pour aller vers davantage de confiance et vers moins de défiance. Bertrand. Et ça, c'est à rechercher. Bertrand ? Oui, sur les 2 points, donc est-ce qu'il y a durcissement? Oui, il y a un durcissement. Il y a ce passage au mode de calcul donc, de la rémunération mensuelle. C'est-à-dire que vous allez regarder combien vous avez gagné autrefois quand vous travailliez dans le mois, plutôt que le rapporter à un jour donné. Absolument. Ce qui peut éviter effectivement les cas où vous gagnez plus au chômage que quand vous travaillez. Ça, c'est ce fameux salaire journalier de référence. Voilà. Qui était à la limite quelque chose d'assez aberrant. Je ne sais même pas si on veut parler de durcissement. C'était juste quelque chose qu'il fallait corriger. Je crois que tout le monde était à peu près d'accord sur le sujet. Donc, tous les gens qui connaissent à peu près le mode de calcul, en tout cas, qui n'est pas très simple. Si j'avais travaillé 10 jours à un salaire journalier de référence, donc donné, oui, mes indemnités chômage étaient calculées sur le montant d'une seule journée. Exactement. Voilà. Voilà, exactement. Voilà. Donc, si vous aviez un salaire journalier de référence élevé,
même en ayant travaillé peu de jours dans le mois, vous pouviez avoir une allocation qui est calculée sur une base journalière également plus élevée que le salaire antérieur. Bon, alors maintenant, vous avez aussi un autre durcissement, alors ça c'est un vrai durcissement, qui est le passage d'un minimum de mois travaillés, vous passez de 4 à 6 sur les 24 derniers mois. Tout à fait. C'est un vrai durcissement, ça revient, par rapport aux comparaisons européennes, ça reste quand même encore la condition d'éligibilité, comme on dit, la plus souple. Par exemple, en Allemagne, c'est 12 mois. Il faut avoir travaillé 12 mois pour être éligible à l'assurance chômage. Alors, donc, c'est un vrai durcissement. Sur les contrôles, alors c'est une question très compliquée parce que ça mêle à la fois une difficulté objective de contrôler les personnes, en particulier la question de l'obligation de l'offre d'emploi raisonnable. C'est ça. Bon, quand vous tombez sur un chômeur qui serait suffisamment idiot pour venir crâner devant le conseiller en disant « Tiens, j'ai eu une offre raisonnable d'emploi et puis évidemment je l'ai refusée ». Bah non, c'est pas comme ça que ça se passe, évidemment. Bon, donc vous voyez que c'est assez compliqué. Donc il faut aller rechercher concrètement les actes que fait le chômeur, c'est-à-dire par exemple le nombre de candidatures qu'il envoie, le nombre de clics qu'il fait sur Internet pour aller sur les sites de recherche d'emploi, etc. Donc c'est tout de suite un peu plus compliqué. Ce qui fait qu'on peut avoir un bon contrôle que si vous avez un accompagnement très fort, et c'est assez coûteux. Et d'où la question, effectivement, que vous posiez du fait qu'en France, il y a effectivement un suivi qui est assez lâche des demandeurs d'emploi parce qu'il n'y a pas forcément les moyens d'accompagnement intensif sur les bonnes personnes, c'est-à-dire sur, en gros, le gros tiers de chômeurs qui ont vraiment besoin de services publics d'emploi. Et maintenant, je rejoins ce que disait Gilbert sur la question du côté du patronal. Bon, c'est essentiellement une réforme cosmétique de ce point de vue-là. Elle est à la fois cosmétique et extraordinairement bureaucratique, puisqu'il y a des référentiels par branche, pour 10 branches professionnelles uniquement, enfin 10 secteurs économiques plus exactement, c'est pas des branches. Donc c'est 10 secteurs économiques exclusivement, il y a un taux pivot, un taux médian de recours au CDD, de recours au CDD dans le secteur considéré, et selon que vous êtes au-dessus ou en dessous, vous êtes très légèrement pénalisé. À mon avis, c'est totalement cosmétique. Parce que c'est ça ma question. Alors, je vais refaire le tour de table, Jérôme. Est-ce que ça peut changer la donne ? Là, on est taux de chômage à 8% et crise de compétences et crise des recrutements exacerbée dans pratiquement toutes les branches aujourd'hui, tous les secteurs ont des problèmes de compétences et de recrutement, avec ce taux de chômage à 8%. Et d'ailleurs, c'est François Mickey-Marty qui notait ça. Il disait, tiens, c'est étonnant, la question du pouvoir d'achat a dépassé en fait la question du chômage dans les préoccupations principales des Français. Peut-être qu'on peut interpréter ça comme le fait que nous-mêmes, en fait, on considère qu'on est arrivé à une sorte de plancher avec ces 8% de taux de chômage. Est-ce que la réforme peut changer la donne ? Je crois que oui, elle peut changer quelque chose. Alors effectivement, juste pour revenir sur le durcissement, on pense quand même que ça concerne un demi-million de chômeurs. C'est énorme, plus de 500 000 personnes, qui seraient, selon les règles, passés éligibles, qui auraient le droit, puisqu'ils auraient travaillé plus de 4 mois au cours des 28 derniers mois, mais qui ont travaillé moins de 6 mois au cours des 24 derniers mois. Donc ça exclut quand même un demi-million. Donc ça, c'est très... Et puis le durcissement au niveau de l'employeur, on a introduit un bonus-malus qui certes est assez faible aujourd'hui, c'est à peu près du 4-5%, c'est pas énorme, mais c'est comme l'introduction. Vous savez, lorsqu'on avait introduit la CSG sur Rocard, elle était de 0,5%. Aujourd'hui, elle est à 10% pour les retraités. Donc bien sûr, au début, quand on introduit quelque chose, on le fait faiblement, il ne serait pas exclu. Je pense que si on continue avec ce type de politique, l'idée, ce serait à terme d'augmenter ce bonus-malus et cet écart. Donc ça peut avoir un effet. En ce qui concerne les contrôles... Aussi que, attendez, je ne veux pas dire d'erreur, je parle sous votre contrôle, mais dans les tout derniers chiffres, et ça c'est intéressant, parce qu'en crise de recrutement, le salarié reprend la main dans le rapport de force. Et là, quand même, les créations d'emplois depuis la fin du Covid, la part de CDI monte mois après mois. Alors, oui, tout à l'heure, je disais que, par exemple, pour une année comme 2019, il y avait eu 85% des embauches qui étaient en CDD. Il ne faut pas et notamment des CDD courts, une semaine, un mois, etc., ce qui pose problème. Mais il ne faut pas s'imaginer non plus un marché de l'emploi où la plupart des actifs en France, soit 3/4 d'entre eux occupent un CDI. Bien sûr. Mais simplement, l'embauche, c'est plus le flux que le stock. On est d'accord, il y a une forme d'inertie quand on est en CDI. Donc changer la donne, ça peut changer la donne, Gilbert ? Mais écoutez, en tout cas, les économistes sont toujours assez désarmés pour savoir, pour quantifier le changement de donne et pour quantifier l'effet que ça pourra avoir sur l'équilibre du marché du travail. Simplement, on connaît des expériences étrangères qui ne sont pas les mêmes, c'est pas à 100% loin d'être la même chose. Ce qu'on a observé en Allemagne au début des années 2000 est stupéfiant. C'est-à-dire un ensemble de réformes, un package de réformes de fonctionnement du marché du travail
et à une vitesse que personne n'aurait anticipée 1 ou 2 ans avant, les fameuses réformes Hartz, engagées à l'époque de Schröder, une baisse du chômage, mais qui a surpris énormément de gens. Mais ça s'est accompagné aussi de la création de ce qu'on appelle les mini-jobs. Enfin, vous voyez, il y a un ensemble de réformes qui n'est pas simplement la réforme de l'indemnisation chômage, mais qui passe aussi par la réforme de l'indemnisation chômage. Donc évidemment, ça peut avoir un effet, mais je dirais qu'en France, le problème est beaucoup plus large que le problème de l'indemnisation du chômage, qui est une toute petite partie du problème. Pour dire les choses autrement, parmi les difficultés de recrutement, il y a une petite partie qui concerne quantitativement des emplois très qualifiés, une énorme partie qui concerne des emplois peu qualifiés. Exactement. Et pour ces emplois peu qualifiés, l'équation est assez complexe. Vous voyez, il y a des questions salariales, certes, mais il y a aussi des questions de pénibilité, de conditions de travail. Et puis, faut le dire, il y a des questions de distance entre des revenus d'inactivité qui ne sont pas simplement ceux d'indemnisation chômage, et puis les revenus de l'activité, une distance qui peut être parfois assez faible et assez peu incitative à l'emploi. Vous voyez, il y a tout un ensemble de choses qu'il faut prendre à bras-le-corps. Et si on s'intéresse uniquement à la question salariale, qui est l'un des éléments d'attractivité pour ces postes, on peut constater qu'en France, je dirais que les partenaires sociaux sont loin de faire tout le boulot qu'ils pourraient faire et qu'on peut attendre d'eux, en particulier dans la discussion, la négociation des minima de branche. C'est-à-dire il y a un tas de minima de branche qui étaient déjà en dessous du salaire minimum avant le relèvement du 1er octobre dernier. Il y en a encore plus qui sont maintenant en dessous du salaire minimum après le relèvement de 2,2% du SMIC au 1er octobre dernier. Et là, il y a une vraie difficulté. C'est qu'on est dans une situation où les entreprises ont intérêt à ce que leur branche ne relève pas les minima de branche, financièrement. Parce que ça tasse l'éventail des salaires et ça augmente la masse salariale éligible aux réductions de contributions sociales employeurs, entre 1 et 1,6 SMIC. Donc ce tassement fait qu'il y a une incitation, en quelque sorte, des acteurs de la négociation collective, des acteurs patronaux de la négociation collective, à ne pas relever les minima de branche. Et là, il y a une vraie difficulté. Mais enfin, c'est-à-dire qu'on a des politiques en France qui amènent à réduire cette incitation, ce jeu normal du fonctionnement normal des marchés entre les acteurs syndicaux et les acteurs patronaux. Il y a une difficulté, il faut prendre cette difficulté à bras-le-corps. Je ne comprends pas, Gilbert. Je ne comprends pas en quoi est-ce que le jeu est faussé. C'est une négociation de branche. Si patronat et syndicats sont d'accord pour mettre des minima assez bas, comme vous le dites, je ne vois pas en quoi le jeu est faussé. Finalement, après, c'est les accords d'entreprise et c'est dans les entreprises qu'on trouve un équilibre salarial. Parce que par rapport à une situation où on relève les minima de branche pour les porter au moins au SMIC, voire au-dessus du SMIC, on relève généralement tout un ensemble de salaires, toute une grille salariale. La discussion sur les minima, c'est pas simplement une discussion sur les minima, c'est une discussion d'un ensemble de grilles. Et donc la masse salariale éligible aux allègements de cotisations sociales est plus forte quand les minima de branche sont en dessous du SMIC que quand ils sont au SMIC. Et donc, c'est quand même bizarre que des dispositifs publics incitent, désincitent en tout cas, pour dire les choses comme ça, à la négociation collective dans le domaine salarial. Les pouvoirs publics devraient être, sur ce plan-là, les politiques publiques devraient être neutres. C'est aux acteurs de négocier. Il ne faut pas inciter une partie des acteurs à avoir un avantage financier, en quelque sorte, à ne pas négocier. Et donc là, il faut y réfléchir. Et les pouvoirs publics ont à réfléchir sur la façon d'enlever. D'ailleurs, il y a eu des réflexions à d'autres époques. À ce moment-là, c'est tout le système d'allègement de charges autour du SMIC qui doit être remis en cause. On peut réfléchir. En 2003, en 2008, par exemple, il avait été décidé que quand les minima de branche sont en dessous du SMIC, les allègements, les réductions de contributions sociales employeurs sont calées sur ces minima et non pas sur le SMIC. Bon, cette disposition a ensuite été abrogée en 2013. Ça paraît ultra technique et pourtant c'est très important. C'est ça le truc, ça paraît ultra technique. Et certains disent que même ça pourrait se heurter à une difficulté d'inconstitutionnalité. Ce qui est à voir, je ne sais pas. Mais il y a d'autres voies pour traiter la chose. Je veux dire, on pourrait dire aussi pourquoi la ministre du Travail, le gouvernement, étendrait des accords collectifs dans des branches qui, par ailleurs, sont non conformes
sont non conformes et gardent des minima de branche en dessous du SMIC. Donc elle pourrait dire, écoutez, si vous avez des minima en dessous du SMIC, moi j'étends plus vos accords collectifs. Donc si, alors, il faut c'est peut-être la meilleure solution. Ça mettrait si on n'étend plus les accords, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'il n'y a que les entreprises signataires de l'accord qui sont soumises à l'accord. Donc une minorité d'entreprises. D'accord. Voilà. Je pourrais croire que ça serait une sacrée incitation pour les branches à relever leur minimum. Parce que celles qui ne signent pas l'accord, à ce moment-là, en termes concurrentiels, elles peuvent gagner de l'avantage et le désavantage sur celles qui signent l'accord. C'est ça le truc. Je comprends pas quel est l'avantage à ne pas signer l'accord de branche si une entreprise fait partie de la branche. Non, au contraire, c'est l'avantage de l'extension, c'est que tout le monde est sur un même pied d'égalité. D'accord. C'est ça le mécanisme de l'extension. Voilà. Mais en fait, pour aller encore un cran plus loin, une entreprise, une branche qui ne se mettrait pas, enfin qui ne signerait pas si on est sur cette idée qu'une branche qui n'aurait pas des minima salariaux conformes au SMIC ne serait pas étendue, donc elle ne négocierait plus sur ses salaires. Le coup d'après, c'est même qu'on peut dissoudre la branche. C'est-à-dire qu'une branche qui ne négocie plus sur un sujet aussi essentiel que les salaires, on peut se demander si son existence... On n'est pas alors des accords d'entreprise aujourd'hui, ça, je ne comprends pas les accords l'importance de la branche. Sur les salaires, les entreprises ne peuvent faire que du plus. C'est un des rares domaines, il n'y en a pas beaucoup maintenant, c'est un des rares domaines où les branches, où les entreprises ne peuvent pas déroger à l'accord de branche. C'est ce qu'on appelle le bloc 1, quoi. Voilà, il y a 4... Dans les ordonnances travail. Et donc, pardon, il y en a plus beaucoup. Ça m'intéresse. Et donc, on comprend qu'assez légitimement, les partenaires sociaux, ça me surprend même de la part des syndicats, veuillent laisser un maximum de liberté à l'entreprise et donc, effectivement, fixer les minima de branche assez bas pour que l'entreprise ait la possibilité de négocier elle-même les salaires. L'intérêt du syndicat, c'est que les minima soient les plus haut possible pour que les branches soient obligées de négocier encore plus haut. Oui, je sais bien, voilà. Mais visiblement, ça ne se passe pas comme ça. C'est la partie patronale souvent qui rechigne, notamment pour les raisons qu'indiquait Gilbert, c'est que plus vous avez des minima importants, plus vous diminuez les allègements de charges sur les bas salaires. Et c'est des sommes colossales qui sont derrière. Ouais, c'est pas des cacahuètes, c'est des centaines de millions. C'est rapidement des centaines de millions. Vous avez des branches, quand même, la plupart des salariés sont payés entre 1 et 1,3 SMIC, et donc où les allègements de charges ne sont pas un petit sujet. Voilà. Là, on ne parle pas de la banque et bon, l'assurance. Mais alors, arrivons sur ce sujet. Parce que j'ai l'impression que justement, on n'arrive plus à en sortir. C'est-à-dire 1,3 SMIC. Moi, j'ai très, très régulièrement des petits patrons m'envoient des messages avec des calculs qui sont des calculs basiques de entre 1,3 SMIC. Alors, je ne sais plus quels sont les chiffres exacts, mais si je veux donner 100 € de plus à un salarié, ça va m'en coûter 400, quoi. Globalement, c'est à peu près ça l'équilibre. C'est 125%. 125%. C'est-à-dire qu'un ingénieur, en gros, pour le dire clairement, un ingénieur en France coûte le double à son salaire net. Le salaire super brut, il va coûter 2 fois plus cher à son employeur que ce qu'il gagne. Tandis que si on est au niveau du SMIC, c'est 1,25 fois plus. C'est 25% de plus parce que, justement, c'est ce qu'expliquait Gilbert, pour essayer de désengorger, parce qu'il y a un goulet d'étranglement au niveau du chômage, c'est souvent les gens peu qualifiés qui sont au niveau du SMIC. Donc l'idée, c'était d'atténuer le coût employeur. Je comprends. Et aujourd'hui, il y a un allègement de charge qui est tel que 100 € gagnés par quelqu'un qui est au SMIC ne coûte que 125 € à son employeur. Mais le sujet, c'est d'en sortir. Oui. Le sujet, c'est si tu veux sortir de cette trappe, justement, les coûts deviennent très très importants, parfois insupportables en fait pour l'entreprise. D'où, j'ai l'impression, cette multiplication de propositions de la part, enfin en tout cas, je le disais dans le sommaire, c'est plus les candidats de droite qui donnent beaucoup de détails là-dessus que les candidats de gauche, qui eux sont pour... Voilà, Xavier Bertrand, quand il dit par exemple 1500 €, pas de salaire net en dessous de 1500 €, c'est avec un dispositif de prime pour l'emploi XXL qui amène à une forme de défiscalisation. De désocialisation. Désocialisation, tu as raison. Même si désocialisation, c'est... voilà. Bon, bref, on comprend bien ce que ça veut dire. C'est des charges qui sont socialisées, tout simplement. Oui, c'est ça. Et on essaie de s'éloigner du modèle bismarckien qu'on a eu jusqu'à présent. Et donc, voilà. Et on est sur un système qui craque. Et le phénomène que vous décrivez, il est encore accru justement par des prestations type prime d'activité qui sont très fortement décroissantes à partir du SMIC. Je veux dire, quelqu'un, un célibataire qui travaille à temps plein et qui est au SMIC, doit avoir quelque chose comme à peu près 280 € par mois de prime d'activité. Vous voyez, c'est pas négligeable. Absolument. C'est très rapidement décroissant. Tout à fait. Ce qui veut dire que au phénomène d'augmentation du plus que proportionnel du coût du côté employeur, s'ajoute le phénomène de décroissance des prestations sociales du type prime d'activité, sans parler encore des autres politiques sociales, comme tout ce qui est aide au logement, etc., qui sont décroissantes aussi par rapport aux revenus. C'est bien que le gain
pour le salarié est assez faible. Et quand on voit en France, et l'OCDE le montre, on le reprend tous les ans dans le rapport du groupe d'experts sur le SMIC, quand on voit le ratio entre le revenu, bien entendu, le revenu de quelqu'un qui est à temps plein au SMIC, célibataire à temps plein au SMIC, divisé par le revenu de quelqu'un qui est au salaire médian, en prenant en compte les prestations, la fiscalité, tout ça, on est en France aux environs de 75%. On est le pays dans lequel c'est le plus élevé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour un salarié du bas de l'échelle qui travaille à temps plein, traverser la moitié de la distribution salariale. Arriver en gros de 1250 à 1700 euros, c'est ça. Ce qui est pour lui quelque chose de phénoménal. Hein. Ça veut dire des sacrifices, de soirées, de week-ends, de vacances, etc. Enfin, ça veut dire se qualifier, etc. Ben, il passe de 75 à 100 en termes de revenus. C'est un gain, finalement, de la mobilité salariale très, très faible. Très faible compte tenu de notre système très particulier. Il n'y a pas d'autres pays comparables, très particulier d'aide et de prélèvement. Il faut un Bertrand, exemple. Il faut qu'on marque une pause et on reparle de tout ça dans un instant.